Salut les rouleurs, encore une victoire française sur le Tour de France, 2 fois en 2 jours. Décidément, on se régale sur ce premier week-end. C'est le Tour de France en Italie, mais ça réussit très, très bien à nos coureurs français. Et pour débriefer cette étape, cette deuxième étape entre Cesenatico et Bologne ce soir, je ne suis pas accompagné de Joseph, je ne suis pas accompagné de Polo. Vous le savez si vous avez suivi l'émission d'hier, on vous avait prévenu, les 2 sont occupés aux Solidays, donc ils sont en train de faire la fête, de profiter. Mais on a un remplaçant de qualité, c'est Renaud Brebant, que vous connaissez peut-être de Twitter ou d'ailleurs. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, après une si belle étape, on peut aller, parfaitement bien. Bon, c'est ta première avec nous sur Roue Libre. Soyez Euh, indulgents. je crois que c'est pas ta première sur Twitch quand même. Non, non. Voilà, et puis surtout, on voulait te remercier parce que tu as fait un très, très gros boulot pour nous depuis des années en tant que community manager, avec moi depuis encore plus longtemps parce qu'on travaillait ensemble sur la chronique du vélo, Mmh. depuis quelques années sur Roue Libre. Donc voilà, ça me fait très plaisir, moi, de faire une émission avec toi, et puis surtout, bon, j'ai pas de doute sur le fait que tu saches de quoi tu parles. Donc on va se régaler. Pour rappel, ceux qui découvrent l'émission ce soir, on est en live tous les soirs à 19h pour débriefer les étapes du Tour de France. Le plus souvent, ce sera Polo et moi. Quelques jours, il y aura Joseph, quelques jours, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Et on est aussi tous les matins à 10h sur Winamax. On y était ce matin. Je vous avoue que personne n'avait pronostiqué la victoire de Kevin Vauquelin, mais on débriefe à chaque fois l'étape de la veille et puis on fait la preview. On parle un petit peu des cotes sur l'étape du jour pour essayer de trouver les bons tips et les bonnes cotes sur lesquelles parier. Mais donc là, on est là pour débriefer l'étape. Alors, je vous fais un petit peu le sommaire. Vous le voyez en bas avec les titres. C'est d'abord la victoire de Kevin Vauquelin, évidemment, la deuxième en 2 jours pour la France, et une première historique pour Arkea. On va en parler puisque ça faisait 10 ans que l'équipe bretonne attendait de gagner sur le Tour de France. Ensuite, on parlera du général et de l'attaque de Tadej Pogacar, pardon, dans la côte de San Luca. On l'attendait. Celle-là, pour le coup, on l'avait prévu. On n'avait pas prévu la victoire de Vauquelin, mais l'attaque de Poggi, oui. Jonas Vingegaard a suivi. Remco Evenepoel, plus ou moins dans un second temps. Primoz Roglic, lui, pas du tout, par contre. Donc, on va parler de tout ça et des enseignements à tirer sur le classement général, même si c'est que la deuxième étape et que les écarts sont très faibles. Et puis on terminera avec la preview de l'étape de demain, le premier sprint attendu sur le Tour de France avec le retour des grosses cuisses. Et puis on verra s'il y a des Français qui peuvent faire le triplé demain. Est-ce qu'il y a des sprinteurs français qui peuvent nous permettre de faire 3 victoires en 3 jours sur le sol italien? On arrivera à Turin et ensuite à partir de mardi, on basculera en France. Donc voilà, vous avez le programme. On va commencer, Renaud, avec la victoire de Kevin Vauquelin d'aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, les Français font l'histoire. 2 victoires en 2 jours. Hier, Romain Bardet a décroché le premier maillot jaune de sa carrière pour son dernier Tour de France. Aujourd'hui, Kevin Vauquelin a offert à Arkea Samsic sa première victoire sur le Tour pour les 10 ans de la première de l'équipe sur le Tour de France, puisqu'à l'époque, en 2014, Bretagne Séché avait découvert le Tour de France. Il aura fallu attendre 10 ans pour claquer une première étape. Ils ont beaucoup tourné autour. Ça y est, ils l'ont. C'est un soulagement pour Arkea et c'est un petit peu aussi l'éclosion attendue de Kevin Vauquelin, même si on n'a pas attendu aujourd'hui pour le découvrir. Mais voilà, c'est la victoire qui le fait rentrer vraiment de plein pied dans une autre catégorie. Oui, tout à fait, oui, c'est une victoire qui va le faire connaître au grand public. C'est vrai qu'on sait depuis longtemps qu'il a un potentiel, énorme, qu'il est un très bon puncher, très bon rouleur et c'est vrai que là, le voir prendre l'échappée, on espérait peut-être qu'il puisse jouer la gagne, mais en aucun cas je pensais que l'échappée allait au bout. Mais au fil de l'étape, on a vu que l'écart grandissait et il a bien joué sa carte et franchement, il mérite sa victoire. C'était le plus puissant dans le groupe de tête. Ouais, et bon, alors Kevin Vauquelin, pour ceux qui maîtrisent pas totalement le personnage, il a fait deuxième de la Flèche Wallonne cette année. Mmh. C'était déjà, un gros pas dans sa carrière, une grosse étape. Il a éclos, allez, je sais pas si on peut dire 2022 ou 2023. J'aurais tendance quand même à dire que la saison où on a vraiment, commencé à beaucoup parler de lui, c'est l'année dernière, en Mmh. 2023 où il gagne le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il fait une bonne place à Bessèges. Il fait ensuite une bonne place sur Paris-Nice sur l'étape de la Loge des Gardes où les favoris s'étaient expliqués. Et c'est au fil de ces courses-là qu'on l'avait un petit peu découvert, notamment sur la première partie de saison. La deuxième partie de saison avait été plus compliquée. Il est allé sur la Vuelta notamment et ça s'était pas passé comme il voulait. Il comptait le jouer le général. Et bon, 2024, il a remis un petit peu les choses à l'endroit et voilà cette première victoire qu'il va chercher en costaud sur le Tour de France. Alors par contre, est-ce que tu es d'accord avec moi, Renaud? Moi, je te dis, aucun de nous trois n'avait pronostiqué Vauclin ce matin.
En Mmh. plus, il faut rappeler aussi la galère qu'il a vécue, hier. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? Et est-ce que toi, tu pensais qu'il pouvait faire partie des candidats aujourd'hui? Non, après, avant le Tour de France, il avait expliqué qu'il voulait aborder le Tour différemment que par rapport à la Volta l'an passé, en venant, sans penser au général. Parce que je pense que la Volta l'an passé, ça a été une petite claque, il a vraiment subi, puis il a dû quitter la course. Donc il est venu avec l'esprit de chercher les étapes et il a expliqué, dans l'équipe, avant le Tour, qu'il venait courir, comme, des classiques sans penser au lendemain. Hier, il y a eu quelques galères, mais aujourd'hui, il a pris l'échappée et je voyais pas l'échappée aller au bout parce avec la montée de San Luca, je pensais les favoris, c'était une étape assez mythique. Je pensais que les favoris voulaient jouer leurs cartes et revenir sur, le groupe de tête. Mais non, il a joué sa carte, il a bien fait de pas penser au général. Hier, il a perdu du temps et du coup, il était assez libéré, pour jouer la gagne aujourd'hui. Ouais et vraiment, c'était pas le scénario qu'on avait prévu, quoi. Mmh, On en a parlé ce matin. L'idée, c'était plus de voir des favoris, qui allaient s'expliquer, notamment on attendait Pogačar-Vingegaard, on va en parler après. Ils ont bougé pour le coup, mais on n'attendait pas une échappée avec 9 minutes d'avance. C'est monté jusqu'à mmh, 9 minutes et quelques. On avait 11 coureurs devant. Alors il y en a, on pouvait s'en douter un petit peu. Abrahamsen qui avait pris des points hier, pour le maillot à pois, voilà, qui repartent devant, qui fassent les points, mmh, c'est pas illogique. Mais Vauquelin qui avait la tête dans le seau, c'est ce qu'il dit à l'arrivée. Il dit: mmh, «Hier, franchement, j'étais largué très vite. OK, il n'était pas venu pour le général, mais je pense qu'il n'avait pas prévu de perdre une demi-heure dès le premier jour. Et hier, il a plus subi que prévu. Et il dit: «J'avais la tête dans le seau hier soir. Moralement, j'étais vraiment pas bien.» Et bon, il dit: «Ça s'est retourné assez vite, plus vite que ce qu'il mmh, pouvait imaginer, puisqu'il est passé d'une étape cata pour sa découverte du Tour de France.» On rappelle, c'est son premier tour. Il a 23 ans. Première étape catastrophique, deuxième étape, victoire. C'est un peu le grand écart en termes d'émotion. Et clairement, il a pris rendez-vous. On avait des petits doutes en plus parce qu'il a vécu un Tour de Suisse compliqué en préparation. Il mmh. était très déçu d'avoir fait deuxième aussi du chrono des championnats de France derrière Mirail pour seulement 3 secondes. Et donc, il n'arrivait pas sur le Tour avec un max de garantie. Finalement, carton dès le premier week-end, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le chrono, je pense, des championnats de France, c'était vraiment un coup dur pour lui. C'est vraiment il s'est vu gagner, je pense et venir sur le Tour de France et dès la première journée perdre autant de temps, je pense qu'il faut être costaud mentalement pour se ressaisir et partir de l'avant dès le lendemain. Mais il a bien joué le coup, il était avec un coéquipier aussi, Christian Rodriguez et je Ouais. pense que ça l'a aussi aidé, à peut-être un peu manager ses forces, et ça l'a aidé, je pense, pour le final. Puis on a vu très vite que dans les bosses quand même, c'était un des plus costauds. Alors Mmh, il y avait une belle échappée parce que, on avait d'autres mecs devant qui peuvent grimper, qui peuvent faire des trucs pas mal dans les montées. Voilà, on avait Terrada, on avait Abrahamsen, on avait Axel Laurens qui avait peut-être un peu le profil sur une montée comme mmh, ça, vraiment pour puncher. C'était peut-être finalement un peu long, pour un Axel Laurens, 2 kilomètres à 10 la côte de San Lucas, c'est quand même pas facile. On avait aussi Mike Tennyson, Hugo Hull, qui sont des coureurs expérimentés. On peut rajouter Nelson Oliveira, mmh, qui sont des mecs qui savent ce qu'ils font, qui connaissent aussi les échappées. Mais dans les côtes, on a assez rapidement vu, en fait, dès le premier passage dans San Luca, que Vauquelin, c'était le plus costaud de l'échappée sans doute. Et ça s'est isolé ensuite après, un moment un petit peu bizarre. Je crois que c'est mmh. sur une attaque d'Abrahamsen, c'est ça? J'ai pas fait, Non, t'as pas fait non, gaffe? il a voulu prendre des points Ouais. et après, dans la seconde montée, tu veux Dans dire? la première montée, le moment où il s'isole à 3, tu sais, avec Abrahamsen et Oliveira, ça se fait comment déjà? Je sais même plus trop. Là, je l'ai Moi, je plus en crois que tête. c'est non, je crois que c'est Paché qui accélère, après c'est Laurens qui fait une, accélération et Ouais. après il est avec Paché, et Abrahamsen. Mais ça Mais s'isole à 3 quand même, après la mmh, première montée de San Luca. Vauquelin, Oliveira, Abrahamsen. Et quand on est arrivé dans la dernière montée, au sommet, on avait encore 13 kilomètres à faire. mmh, C'est devenu assez évident, dès les premiers hectomètres finalement de la dernière montée. mmh, On a vu Vauquelin prendre des mètres petit à petit, s'isoler en tête. Et on a vite compris que ça allait être bon parce que même si le réalisateur, il est vite passé sur ce qui se passait derrière, parce qu'on avait le peloton à 3 minutes avec, mmh. la bagarre pour les favoris qui allait démarrer. On avait de temps en temps un petit double écran sur Kevin Vauquelin où on comprenait que bon, bah, il était dans son truc, Mmh. et que ça allait le faire, tranquillement, quoi. Oui et entre les 2 montées de San Luca, lorsque Oliveira il tente de partir en facteur, il y a Vauquelin qui décide de partir avec Abrahamsen, Oui, mais voilà. il demande un relais à Abrahamsen et il refuse le relais, le Norvégien et là aussi Vauquelin il aurait pu, ne plus collaborer, arrêter de rouler
mais il a continué à rouler pour revenir sur le portugais. Ça, c'est aussi assez costaud et après aussi dans les 2 montées, j'ai remarqué, c'est le seul qui reste assis sur sa selle. La puissance qu'il dégageait, c'était impressionnant, c'était, Mmh. très costaud, ouais. Ouais, clairement. Après, c'est les qualités qu'on lui connaît, qu'on avait vues Mmh. sur la Flèche wallonne. En fait, tu te dis dans ce groupe-là, s'il est à son niveau, Vauquelin, c'est logique, qu'il soit le plus Mmh. fort. Mais avec ce qu'on avait vu hier, et ce qu'on avait vu autour de Suisse, voilà, il y avait des doutes, légitimes. Et donc pour les Français, bah, on a dit, Romain Bardet a gagné hier. Ça fait un truc historique parce que ça fait tout simplement 2 victoires sur les 2 premières étapes du Tour Mmh. et c'était pas arrivé depuis 1968. Donc, sacré stat, sacré moment historique, Mmh. à la fois Bardet et Vauquelin. Et surtout, ce dont il faut parler, c'est ce que ça représente pour Arkea. 10 ans qu'ils viennent sur le Tour de France, 2014, leur première invitation, et ils avaient toujours pas claqué la moindre étape, dans un monde, dans un cyclisme où, il y a de plus en plus des équipes qui, surdominent les Tours de France, des Visma, des UAE, des Soudal Quick-Step qui, selon les années, peuvent prendre 4, 5 étapes du Tour. C'était galère pour une équipe comme Arkea, qui a Mmh. recruté pourtant des gros noms au fil des années. On a eu Barguil, on a eu Boigny, on a eu Quintana, et il aura fallu attendre Kevin Vauquelin, pour la 10e année, pour, claquer enfin cette étape sur le Tour qui va arriver comme un soulagement pour Emmanuel Hubert et toute l'équipe. Mmh. Surtout qu'ils ont cumulé, 5, top 3 sur les 10 années, hein. Surtout avec, Boigny, il avait fini à 3 reprises sur le podium d'une étape et Quintana aussi, 2e en 2022. Mais, voilà, il tournait autour, après il y a des années où, il misait que sur les échappées. À l'époque de Barguil notamment, donc il avait pas beaucoup de chance de s'illustrer, sur les étapes. Mais là, voilà, là je pense que c'est un soulagement, pour Emmanuel Hubert et enfin ça paye pour eux, quoi. Ouais, ils ont un peu tout tenté. Ils ont fait les sprints Oui, c'est vrai. avec Boigny. Il y avait aussi Maclay à une époque, qui était Mmh. celui qui avait décroché le premier podium d'Arkea, sur une étape du Tour. C'était en Mmh. 2016. Mmh. Ensuite, ils ont tenté le côté plus, général avec Quintana, Mmh. général ou échappé en haute montagne. Ils ont tenté avec Barguil le côté, aussi échappé un peu, comme il nous avait fait. Bah, il signe quand même chez Arkea. À l'époque, c'est Fortuné Samsic. Après le Tour 2017 où il claque, 2 Mmh. étapes, le maillot à poids, 10e du général. Donc C'est vrai. quand il arrive dans cette équipe, tu te dis théoriquement, ça doit être lui qui leur amène leur première victoire. Mmh. Ouais, c'est vrai, Barguil, c'était celui qui aurait dû amener, l'étape pour Arca. En plus, il est breton, ça aurait été une belle image. Mais voilà, Vauquelin, il a stoppé un peu comment dire? La mauvaise série, ouais, la Cette mauvaise malédiction. série, voilà, ouais, tout à fait. Bah, ça fait penser, c'est qui ça? C'est, Mère Bleue dans le chat qui dit, Cofidis l'an dernier avait été Mmh. soulagé et cette année c'est Arkea parce que, bah, oui évidemment Cofidis l'année dernière, l'a fait, les avait sortis d'une disette de 15 ans. Ils avaient Mmh. pas gagné d'étape entre 2008 et 2023. Mmh. En plus ils en gagnent 2 l'année dernière. Bon, bah, c'est tout le malheur qu'on souhaite à Arkea, c'est de réussir à en claquer une deuxième cette année pour faire une Cofidis 2023, quoi. Si en plus ça peut être à démarre, ça serait encore plus beau. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est déjà là, il va te libérer. Je pense que maintenant, les coureurs pourront prendre des échappées plus sereinement et démarre, pourquoi pas dès demain, jouer sa carte. Exactement, on va en parler tout à l'heure dans la prévue de l'étape, Mmh. voir s'il y a un Français qui peut permettre de faire le triplé. Et c'est marrant, c'est que Lafay, l'année dernière, gagne sur la deuxième étape pour Mmh. Cofidis et Vauquelin gagne cette année sur la deuxième étape. Bon, c'est un scénario, très différent, mais voilà, c'est marrant de faire un petit peu l'analogie, entre les 2. Donc voilà, je pense que cette victoire de Vauquelin en appelle, d'autres pour Arkea, pour Vauquelin sans doute dans le futur aussi parce que tu le disais, Renaud, on le présente un peu comme un crack depuis quelques années. Cette année, on a même cru, rappelons-nous, autour du Pays basque. Alors, il y avait des circonstances, il y avait, les abandons de Remco, de Vingegaard, de Roglic, Mmh. mais il s'est retrouvé, 3e du général le soir de cette fameuse étape où tout le monde, est allé au tapis et on s'est Mmh. dit: «Est-ce que c'est pas maintenant qu'on va avoir un Français qui va enfin regagner une course par étape?» Mmh, c'est Bon, vrai. finalement, c'est pas passé, mais finalement, la victoire d'aujourd'hui représente pas complètement ce qu'on attend de Kevin Vauquelin. C'est-à-dire que les ambitions pour lui, elles se situent quand même plus sur le classement général et on attend un peu de lui qu'il soit le nouveau, la nouvelle chance française sur les classements Mmh. généraux sur une semaine ou sur 3. Mmh et en plus, il y a des capacités de rouleur, donc il se débrouille assez bien sur les contre-la-montre. Donc c'est vrai pour des cours d'une semaine, c'est à ce jour, c'est peut-être l'une des meilleures cartes françaises, on l'espère pour l'avenir, hein. Enfin un Français, Mmh. qui grimpe et qui roule. Mmh. C'est Parce ça. que d'habitude, on a que des grimpeurs. Mmh. Tu le vois aller jusqu'où toi? C'est quoi, selon toi, le plafond actuel d'un Kevin Vauquelin? C'est peut-être, les longs cols quand même. Là, sur les longs cols, souvent, il est un peu en difficulté quand il y a
au-dessus de 18-20 kilomètres, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal pour être avec les meilleurs et qu'il y a un très haute altitude aussi. Ouais. Mais après il progresse donc il y a pas de limite, faut pas s'imaginer des limites pour lui, actuellement. Je pense qu'il peut encore progresser et là je vois qu'il a fait aussi top 10 au Tirreno cette année. Ouais. Tirreno avec, souvent pas mal de chronos. C'est une course qu'il peut, aller chercher je pense. Ouais, exactement et puis il y avait quand même des mecs, costauds à Tirreno puisqu'il y avait Mmh, Vingegaard, Ayuso qui font 1 et 2, il y mmh, avait Hindley, O'Connor, Arensman, Uijtdebroeks, Pidcock qui sont eux des mecs qui ont déjà approuvé pas mal de choses, en grand tour notamment, qui ont déjà en tout cas des top 10 sur les grands tours, mmh, alors que Vauquelin lui pour l'instant il vit seulement son deuxième grand tour et le premier il l'a pas terminé comme tu disais tout à l'heure. mmh, c'est ça. Donc Donc ouais, ouais, il non, faut le Tour de France, il vient prendre, l'expérience, pas de pression avec le général et peut-être qu'il peut aussi viser les étapes de montagne et essayer de tenir le plus longtemps possible avec les leaders. Maintenant il a son étape, donc il peut un peu, aussi, jouer ce genre, d'étape, donc pourquoi pas le suivre dans les prochains jours, en haute oui montagne. maintenant peu importe ce qu'il fait, personne Mmh, ne lui en voudra. c'est ça. Bon, on va passer à la deuxième partie de l'émission, le classement général. Parce qu'on a eu quand même bon, c'est presque ce qu'on attendait le plus. En tout cas, c'est ce qu'on Mmh, avait, c'est ce qui était le plus facile à anticiper. Une bagarre, pour le classement général, on l'avait un petit peu prévu, elle a eu lieu. Je vais même dire, on savait que Tadej Pogačar allait bouger et il a mmh, bougé. C'est ce qu'on a titré, Pogačar-Vingegaard épisode 1, parce que dès le deuxième jour, ça y est, on a déjà une première bagarre. Alors évidemment, c'est pas encore décisif pour le classement général, mais ça donne déjà des indications. Alors, on va voir à l'image, Pogačar qui a accéléré dans la côte de San Luca, plutôt sur le haut de la côte quand mmh, même, donc il restait pas énormément, à grimper, mais l'attaque, elle a été violente et tout de suite, il y a que Jonas Vingegaard qui a pu prendre la roue. Ils se sont retrouvés, très facilement à 2. Tadej Pogačar a grimpé à bloc, jusqu'en haut de la montée. Ensuite, il a demandé des relais à Vingegaard dans la descente. Il lui a donné. D'ailleurs, mmh. ils ont fait une descente j'ai C'est malade. trouvé vachement risquée. Hein, Mmh, moi, ils m'ont fait peur 2-3 fois quand même. Je ne sais pas si Pogačar voulait essayer de un peu pousser à la faute, Jonas Vingegaard qui n'a plus couru depuis son énorme chute au Pays Basque. Donc j'imagine que dans la tête, 2e jour du Tour de France, dans une descente bien sinueuse, avec des barrières et des ravins de tous les côtés, c'était pas évident mentalement. Mais il a tenu, Jonas Vingegaard, et on a vu, bah, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, un duo qui est dans une autre catégorie, quoi. mmh. Ouais, tout à fait. Quand, en fait, Pogacar, j'ai l'impression qu'il a voulu sortir un peu avant, mais il était très gêné par les spectateurs et après il y avait aussi un gros tempo de Jorgensen et Benoît, mais dès qu'il y a eu l'espace, dès qu'il y avait les barrières, en fait, Ouais, Pogacar est sorti, il a fait une belle accélération et oui, Vingegaard, il a directement sauté dans sa roue et après dans la descente, ils sont allés en trombe mais j'ai même eu plus peur pour Pogacar que pour Vingegaard dans la c'est descente. vrai? Des fois, Pogacar, j'ai l'impression qu'il allait un peu trop, dans la Il est prise de sorti un peu risque. large, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense que Pogacar s'est rassuré lui-même aussi sur son niveau. Ouais, Et Vinge c'est ce qu'il a dit, hein, en interview. Il a dit: «C'était autant pour, tester les autres que pour me tester moi-même». mmh, je pense qu'il s'est rassuré personnellement, mais après, ça peut aussi l'inquiéter le fait que Vingegaard l'ait suivi et il a pas été lâché donc Toi, tu c'est aussi t'attendais à ce que si Pogacar attaque, Vingegaard ne puisse pas suivre? il y a une possibilité parce que vraiment, il est dans le flou avec Vingegaard. Mais pour moi, je suis dans ma théorie, c'était que Vingegaard est s'il vient au Tour de France, qu'il est au top de sa forme Mmh. et bon, je s'il y avait du mouvement, il serait là. Mais voilà, ça se confirme qu'on part vers un duel, entre, ces 2-là. Mais voilà, je pense que dans les 2 camps, on s'est rassuré, mais Pogacar aussi, c'est peut-être, Tu comment penses dire? que le plus rassuré ce soir, c'est Vingegaard, en fait, par rapport à Ouais, Pogacar? je pense tout à fait. Je pense que mentalement, il a pris un peu l'ascendant sur Pogacar et il a quasiment tout à gagner, Vingegaard. Donc suivre Pogacar, voir qu'il a pas pris de retard sur lui aujourd'hui, c'est que du bénéf, je pense. Mmh. C'est vrai que c'est un des gros défis. Après, moi, je me suis toujours dit que Vingegaard allait arriver avec la fraîcheur et que sur Mmh. les premiers jours, il aurait pas de problème. Contrairement à Pogacar qui arrive avec le Giro dans les pattes et où la remise en route peut être un peu délicate sur les premiers jours. Mmh. Et je me suis toujours dit que le risque pour tous les 2, c'était véritablement la 3e semaine et pas trop le début. Donc très honnêtement, moi,
j'ai pas été surpris de voir Jonas Vingegaard en mesure de suivre Tadej Pogacar. Mmh. En plus, Pogacar, alors là, on n'est pas dans sa tête, c'est dur de savoir s'il nous dit la vérité, mais il dit que voilà, c'était une attaque, mais que c'était pas non plus l'attaque de l'année. C'était voilà pour se tester, mais il a pas forcément tout donné. Comme tu dis, Renault, il est pas parti de très loin non plus dans la côte. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Je me suis fait la réflexion dans la bosse, c'est qu'il y avait pas l'espace pour attaquer. Mmh. Même si tu voulais, je me suis fait la réflexion au moment où Yates est en train de faire le tempo. Mmh. Même si tu veux sortir, tu peux pas passer. Ah, c'était Et impossible. donc il aurait fallu prévenir Yates qui s'écarte un peu pour laisser passer Mmh. Pogacar. Compliqué quand même à mettre en place dans le feu de l'action. Mais donc oui, je pense que pour le moment, ça reste, ça confirme quand même. C'était important que Vingegaard ait pas venu les mains dans les poches. Mais ça, comme toi, Renaud, j'avais pas trop de doutes sur le Mmh. sujet. Et ça confirme qu'il y a deux mecs très très forts. Par contre, on a quand même peut-être une mini surprise, mais c'est qu'il y a quand même 2 hommes qui terminent dans le même temps que Tadej Mmh. Pogacar et Jonas Vingegaard. Alors le GPS nous a fait des dingueries un petit peu parce qu'à un Mmh. moment, on nous annonçait quasiment une minute d'écart Mmh. entre Vingegaard, Pogacar et le reste, et finalement, il y avait en fait Une des intercalés et on termine donc dans le même temps, Pogacar, Vingegaard, mais aussi, Remco Evenepoel et Richard Carapaz qui termine tout ce petit beau monde avec Jordan Jega qui avait été repris sur la fin, qui faisait partie de l'échappée. mmh. Mais donc, ces quatre hommes-là, Carapaz qui a fait un petit peu le suceur de roue, apparemment, Remco s'en est presque plein. Mmh. Mais Remco, lui, qui fait un énorme boulot pour recoller. Ouais, je pense oui, il a fait une descente de malade. C'est vrai qu'on avait pas beaucoup d'informations. On avait l'écart entre le On n'a groupe rien vu du Bardet tout. et Pogacar. On savait même pas qu'il y avait des intercalés, hein. Moi, pendant un moment, Ouais. c'était vraiment un gros flou. Mais oui, je pense que Remco, il a fait une descente, énorme et je pense qu'il y a personne n'a collaboré avec lui. Il a dû faire le travail tout seul. Il a réussi à revenir, à 200 mètres de la ligne, donc c'est vraiment, très costaud ce qu'il a fait et il reste dans le jeu pour, le général, hein. Il a rien perdu, mais je pense qu'il y a quelques frayeurs pour lui quand même. Ouais, Après il a, je il pense a que c'est un expliqué. problème de positionnement, je pense. Ouais, c'est ça. Il a expliqué qu'en Mmh. fait, au bas de la côte de San Luca, il est mal placé, Mmh. et qu'il y a une petite cassure et donc il mange la cassure. Donc il dit: «C'est complètement de ma faute». Mais du coup, ça m'a forcé à faire un gros effort et donc il dit: «En fait, quand je reviens sur la tête, c'est le moment où Pogacar attaque» et Mmh. donc il est pas totalement en mesure de suivre tout de suite parce qu'il a pas le bon placement. En plus, il vient déjà de faire un effort. Il a dû Donc il doit souffler, il voilà, explique qu'il a dû souffler quelques secondes avant de il prend quelques secondes, il repart mmh. ensuite, mais donc il a quand même très bien réagi et il dit aussi à l'arrivée, «Carapaz m'a pas aidé, donc en gros, j'ai dû tout faire tout seul» et pourtant devant, j'avais pas l'impression que Pogacar et Vingegaard, ils étaient en train d'en garder sous le pied. Mmh. J'avais l'impression qu'ils étaient assez à bloc. Remco a dit: «Demain, c'est censé être une étape tranquille», donc j'avais pas peur de tout donner. Ce qu'il a fait et comme tu dis, Renaud, il revient dans les derniers hectomètres, il recolle. Je pense que Pogacar a dû être un peu surpris de voir, Remco revenir. En plus avec Carapaz, que moi personnellement, j'attendais pas du tout Pas du à tout. ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on va parler de Primoz Roglic aussi parce que ça va un petit peu ensemble. On Mmh. attendait Primoz Roglic en tant que troisième homme, en tout cas, on va dire, je sais pas toi Renaud, mais dans la majorité des cas, c'est ce qui ressortait. Mmh. Et finalement aujourd'hui, celui qui a coincé, bah, c'est Roglic. Mmh. C'est ça. Il était invaincu sur ce genre de montée et c'est vrai que là, 3 on le fois voit vainqueur du Tour des Mini. tout à fait et en fait, c'est au début, je pensais que c'était un problème de positionnement, que Vlasov et Hindley allaient le chercher pour le remonter, mais que dans la deuxième montée, on voit qu'il est pas du tout dans j'ai vu, il est au-delà de la 20e place dans les premiers hectomètres de la montée Ouais. et quand il commence à avoir des cassures, on le voit qu'il est déjà il est peut-être à 20-30 mètres du groupe, Pogacar. Il y a Vlasov qui se décroche un peu et Hindley, il est encore, devant, mais Mmh. comment dire? C'est, je sais pas ce qui s'est passé, je peux pas comprendre. Je sais pas si c'est du placement ou, que s'il avait la force, il aurait pu, faire le jump, mais, c'est vrai qu'il a été Ah bah, très on se vite, on on se doute bien que s'il avait été fort, il aurait suivi quand même. c'est ça, ouais. Donc, là, je pense que c'est, pas bon signe pour lui, mais bon, heureusement, demain, c'est «au repos» entre guillemets, mais pour le mental, ouais, ça doit pas être, bien Ouais, pour c'est pas lui. top. C'est ça, Mmh. c'est sans doute pas ce qu'il espérait, perdre du temps dès le deuxième jour, 21 secondes et il perd, à la fois sur Pogacar, sur Vingegaard et sur Remco Evenepoel, les trois adversaires qu'on lui promet, Mmh. sur ce Tour de France et en plus on se disait presque, Primoz Roglic est moins fort que Pogacar et Vingegaard, mais s'il y a quelques jours où il peut, leur faire la nique et où il peut, réussir à être meilleur qu'eux parce que le profil lui conviendrait parfaitement, bah, ce serait potentiellement aujourd'hui et finalement, c'est le jour où il perd déjà un petit peu de temps. Il y a Le Beau Vélo sur Twitter qui a fait un arrêt sur image un petit peu dans la côte de San Luca qui permet de faire,
une sorte de hiérarchie en fait de ce qu'étaient les cadors dans la montée. Mmh, Et ce que ça donne, c'est Pogačar, Vingegaard nettement devant. Ensuite, un petit groupe avec Yates, Evenepoel, Carapaz, Jorgensen, Mas et Van Gils, mmh, et qui serait le 2e échelon. Et ensuite, un troisième groupe avec Vlasov, Ciccone, Roglic. Alors Vlasov qui s'est vraisemblablement mmh, laissé un peu décrocher pour aller aider Roglic. Simon Yates, Guillaume Martin, Ayuso, Gal, Landa, Almeida, mmh, Bernal, Carlos Rodriguez, Bilbao, Romain Grégoire, Romain Bardet, on va en parler après, Jay Hindley et Tom Pidcock qui apparemment était pas loin de la rupture. Voilà, ça donne sur une montée qui est pas représentative de ce qu'on va avoir pendant tout le Tour de France, c'est 2 kilomètres à 10 mais mmh, ça donne une petite idée quand même de la hiérarchie sur ce genre d'effort et ça permet de voir, bon, bah, de confirmer certaines choses, comme le fait que Van Gils est en super forme, par exemple, mmh, que Adam Yates va être très certainement l'équipier le plus fort aussi parmi les leaders, et qui va pouvoir abattre un boulot énorme, un peu comme l'année dernière, et que bah, Evenepoel et Carapaz, pour l'instant, sont mieux que Roglic, quoi. mmh. Oui, c'était un peu une hiérarchie, c'était un peu les meilleurs punchers des grimpeurs. À part l'anomalie, Roglic, c'est là où on voit, qu'il y a eu un écart, entre les 2 groupes là. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des coureurs qui m'ont surpris comme Carapaz, Mas Ouais. aussi. Mas, il m'a surpris. Jorgensen qui est tombé aussi en début d'étape aussi. Et Jorgensen qui était pas bien en plus dans la première montée de San Luca. Mmh. Il était pas C'est pas lui qui était en tête, de peloton, je crois que c'était, Non, mais au moment où Van Aert est largué, après, pas longtemps après, il y a Jorgensen, mmh, et finalement ensuite ils recollent tous les 2, entre les 2 ascensions. Ils se sont refaits et ils sont rentrés. Van Aert lui a relâché, mais Jorgensen non. il a Jorgensen oui, ouais, finit il a avec même pris le le relais. groupe, Mmh, le bon groupe. mmh, Et Carapaz, tu en parlais, il a quand même fait un Tour de Suisse où, il est, anonyme, il abandonne, enfin il prend pas le départ de la 5e étape. Il a fait un Tour de Romandie 7e cette saison, enfin autant dire qu'on l'a quasi pas vu de la saison. On mmh, rappelle que l'année dernière sur le Tour de France, il abandonne, sur la enfin il finit la première étape avec, le genou en vrac après une chute dans une descente, et donc il part pas le 2e jour. Donc, c'était un peu, les dernières sorties de Richard Carapaz, depuis un an. C'était franchement pas fameux. C'est moi, je suis vraiment surpris de l'avoir vu où il était aujourd'hui. mmh. Oui, c'est vrai et j'aurais aimé avoir l'image où il sort, avec, Evenepoel pour voir si c'est lui qui a Comment ça peut-être, s'est fait, ouais. ouais, comment ça s'est fait, c'est vrai qu'on manque d'image là-dessus. Oui, Carapaz sera à suivre dans les prochains jours et voilà après, moi je l'avais pas mis dans mon top 10 hein, franchement je le voyais pas du tout lutter pour le Moi non général. plus, je l'ai pas mis. Je pensais qu'il aurait pris, des pètes en première semaine, après jouer pourquoi pas une étape, en haute montagne. Mais oui, là apparemment, il a les bonnes jambes, les bonnes cannes. En plus, il vient d'une équipe, qui est hyper offensive. Heu, Peut-être pas une équipe qui pourra l'accompagner en montagne, ça sera peut-être vite esseulé, mais voilà, Ouais, mais ouais, est-ce qu'il aura besoin de monde? Si son objectif, c'est de s'accrocher au meilleur, oui, moi, oui, je suis un peu après, partisan de cette théorie-là. oui, Il oui, fera sa course en s'accrochant le plus longtemps possible, et il tout a à pas fait, besoin ouais. d'avoir 1000 équipiers, quoi. Mmh, c'est vrai. Parce que Mais de voilà, toute c'est façon, au moment où il sera en galère, on peut lui mmh, mettre, enfin, il y a pas d'équipier capable chez IF de l'aider, s'il est le 4e ou 5e dans la hiérarchie, quoi. mmh. Non, mais c'est bien pour EF aussi qu'il l'a embauché pour qu'il puisse jouer le général et voilà, le voir, encore en lutte et même, acteur avec Evenepoel, c'est plutôt rassurant pour la suite pour lui. Ouais, ça fait écho un petit peu à la série Netflix, je sais pas si tu l'as vue, mais Mmh, j'imagine que oui, où, bah, dès le premier épisode, on a, l'abandon de Carapaz qui, chute sur la première étape, je vous ai dit, et on a Jonathan Vaughters, le manager de IF bah, qui explique qu'il a mis un énorme budget sur Richard Carapaz, mmh, que IF c'est pas l'équipe la plus riche du peloton et que quand tu payes un mec, autant et bah, avec un tel salaire, il faut qu'il performe derrière. Sauf que pas de chance, abandon après la première étape du Tour, donc ça picote un petit peu. Je pense que là, chez IF, ce soir, on aura, vachement le sourire parce que c'était un pas gagné, et ça démarre très différemment de l'année dernière. mmh et en plus, il peut, espérer, le maillot jaune dès demain avec en fait, le maillot jaune, là, ils sont 4 dans le même temps. Du coup, ça Mmh. se joue, à la place et en fait, avec les 4 autres, ça se tient un mouchoir de poche et il peut espérer, décrocher le maillot jaune si demain il finit, devant, Evenepoel, Pogačar et Vingegaard. Donc c'est vraiment, Exactement. il y a ça en ligne Bah, de mire. Je pense que demain, c'est belle bataille en jeu pour le maillot jaune aussi. exactement, je suis pas sûr qu'ils en veuillent tous de ce maillot jaune, mais Mmh, on va en parler justement puisque c'est l'autre info de la journée. On n'a pas encore parlé de ça parce qu'il y avait Vauquelin, il y avait la bagarre, Pogačar-Vingegaard, mais l'autre info, c'est que Romain Bardet, malheureusement, perd son maillot jaune aujourd'hui. Le maillot jaune qu'il était allé chercher hier.
Il nous avait, rendus très, très heureux hier. On en a parlé, bah, tous ensemble, Mmh. ce matin et hier soir. Hem, on savait que ce serait compliqué aujourd'hui, mais le scénario avec l'échappée qui va devant, et Vingegaard, Pogačar qui s'isole, mais où derrière tu te dis qu'il y a du monde pour rouler. On s'est dit à un moment: «Ah finalement ça va le faire pour Bardet quoi, non?» Mmh. Oui, j'y ai cru et en plus, il y a eu une cassure, mais il était dans un groupe avec pas mal de leaders, avec Roglic, avec les Ineos. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi Ineos n'a pas tout donné pour revenir, je pense que là, c'est peut-être, l'ego de certains. Est-ce que Pidcock roule Ouais, pour, il aurait fallu que Pidcock roule ouais, ou que Bernal roule. c'est ça et je pensais qu'ils allaient revenir quand même et en plus même, le GPS nous a fait peut-être un peu défaut à ce moment-là, on a cru qu'ils allaient revenir sur, Léger, ouais. ouais, léger. Mais finalement non, ça s'est joué à quelques secondes, à 6 secondes, je crois. Ouais. Mais voilà, bon, après ça reste une belle journée pour Bardet, je pense et après il reste en course, il est à 6 secondes, bon, il a son étape, maintenant il va être libéré, pourquoi pas, Oui, oui. jouer le Ouais, général, hein, franchement toi tu penses qu'il joue le général là? maintenant il peut pas la gagne, hein, faut pas non plus, rêver, mais là, quitte à suivre, pourquoi essayer de tenter le général, quoi? Franchement, Et ça me fait penser à Sylvain Chavanel qui avait pris le maillot une première fois, à Spa en mmh, 2010, qui le perd ensuite et qui va le récupérer aux Rousses, mmh, où il gagne une deuxième étape en une semaine. mmh, Et qui avait fait un tour, fabuleux cette année-là avec Quick-Step. À l'époque, il y avait aussi Jérôme Pinot qui avait claqué, pour quelques jours le maillot à pois, je me rappelle. mmh, Donc pour Bardet, voilà, maillot jaune, perdu, mais il aura quand même eu sa journée en jaune. mmh, Je pense qu'il a voulu s'accrocher de toutes ses forces parce que s'il passait aujourd'hui, demain c'était tranquille mmh, et il aurait pu rentrer en France avec le maillot jaune, mardi, même s'il l'aurait sans doute perdu mardi sur, l'étape, qui arrive à Valloires, qui passe par le Galibier, où on mmh, imagine quand même une bagarre déjà entre les favoris. Mais voilà, il y aura pas de maillot jaune, sans doute pas de maillot jaune en France pour Romain Bardet, même si Renaud a l'air d'y croire. Moi, je pense que malheureusement, il ne le reverra plus. Mais comme tu dis, il y a une vraie bagarre. Donc aujourd'hui, c'est Tadej Pogacar qui a pris le maillot. mmh, Avec un truc intéressant, c'est que comme tu dis, ça se joue à la place. mmh, Et Tadej Pogacar, apparemment, il n'en voulait pas de ce maillot. C'est-à-dire que dans l'aire d'arrivée, il était sur le vélo, là, mmh, sur le home trainer pour détoxiner un petit peu. Et il dit à Remco Evenepoel: «Tu prends le jaune?» Et Evenepoel lui dit: «Non, non, je prends le maillot blanc». Et Pogacar lui dit: «Ah, j'ai essayé de faire un petit écart à la fin». Limite, comme s'il était en mmh, train de dire qu'il avait essayé de perdre une seconde, en fait, juste pour lâcher le maillot, pour ne pas l'avoir, parce qu'il était au courant qu'en ayant fait quatrième hier, il allait être pour lui, mmh, au jeu des places. Et donc, ça n'a pas fonctionné, le plan de Tadej Pogacar. Il est maillot jaune. Bon, c'est quand même la première fois depuis 2022 qu'il prend ce maillot, mmh, hein, depuis c'est qu'il vrai. l'avait perdu au col du Granon, en fait. Il avait plus eu le maillot jaune depuis ce jour-là. L'année dernière, il a couru après tout le long, mais il l'a jamais eu. Mmh. Donc je pense quand même qu'il va pas cracher dessus, mais comme tu disais Renaud, ils sont 4 dans le même temps. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Carapaz dans cet ordre-là. Ça se joue à la place. Alors, à la place, par exemple, Pogacar, il fait aujourd'hui, En fait, aujourd'hui c'est 14e. dit et hier Hier 4 donc hier 4, 18. donc il est à 18. Mmh, Evenepoel fait 12 aujourd'hui et hier il fait 8, donc il est à 20. Il y a 2 mmh, places d'écart. Vingegaard lui fait 13 aujourd'hui et 16 hier. mmh, Donc lui, il a quand 29. même un cumul de places qui est vachement plus élevé. Et Evenepoel, non pardon, Carapaz fait, 22 hier et 10 aujourd'hui. Mmh. Donc il est à 32, par Du coup, rapport à, Carapaz est à 14 places du maillot jaune. voilà, Mais 14 places. Ça fait quand même beaucoup, non? ouais, après ça dépend. Après, ça dépend comment, se passe le sprint et s'il va aller le chercher parce que 14 places dans un peloton, lancé à vive allure dans un sprint. Après Vingegaard et Pogacar sont du genre à être toujours dans les top 20 C'est dans des ça. sprints massifs. Mais, oui après, faudrait voir comment ça se passe. Mais bon En pour fait, le Carapaz, plus probable, c'est Remco qui peut aller le oui c'est chercher ce Remco. maillot. Oui, oui ça Remco, il est à 2 places, sachant que s'il y a égalité de places entre 2 coureurs, ça se joue à la place sur la dernière étape, la plus récente. Donc si Remco demain termine 2 places devant mmh, Pogacar, c'est lui ça qui prend, suffit. mmh. Voilà, il serait à égalité, mais comme Remco aurait une meilleure position sur la dernière étape, terminée, c'est lui le maillot jaune. Est-ce que ça doit être un objectif pour toi pour Remco Evenepoel? Je sais pas ce que ça peut lui apporter. Après, porter maillot jaune, c'est quand même un moment Pour important dans l'histoire, une quoi. carrière ou dans l'histoire, voilà. Mais après, pour la course en elle-même, je vois pas l'intérêt. Mais après, je pense que pour lui, il va aller quand même le chercher. Pour moi, je mettrais un billet sur lui en jaune demain, hein. En Je pense fait, qu'il pourrait être les 2 qui ont intérêt, enfin, j'ai envie de dire Carapaz.
et Evenepoel, Il devrait le jouer parce que c'est pas tous les jours qu'il est dans cette mmh, position, et c'est peut-être la seule fois de sa carrière qu'il a une chance d'avoir le maillot jaune. mmh, Remco, bah, pareil, c'est son premier tour, tu sais pas de quoi seront faits les prochaines années. Il y a que 2 places à aller chercher. Moi, je me dis si je suis Remco, je tente. mmh, Par contre, Pogačar et Vingegaard sont plus dans la position de se dire: «Ouh là, moi le maillot jaune, mmh. je le veux mais à Nice, j'ai pas besoin de l'avoir maintenant, peut-être le laisser». Est-ce que tu le vois comme ça aussi? Oui, je vois, c'est ces 2-là qui vont se battre pour le jaune et Evenepoel, il a l'équipe pour aller le chercher et pour se placer et j'ai plus confiance dans la Quick-Step pour placer son leader dans un final, de sprint que EF, mais Oui, et puis il a besoin de moins de place, quoi. oui, voilà, aussi, oui. Et alors après, moi, ce que je me suis dit, c'est: «Est-ce que ça a un intérêt pour Pogačar de «s'embêter» entre guillemets à lâcher le maillot, sachant que dès le lendemain, tu as l'étape de Valloire où, Mmh. on attend quand même une explication entre Cador et où, il y a une possibilité qu'ils le reprennent, quoi. Oui, voilà, donc ça serait juste pour une journée, mais bon après, pour travailler dans la montagne, peut-être, le laisser à la Quick-Step pour, les laisser travailler un peu. Mais bon, je sais même pas si ça joue sur, les jambes pour l'étape, de Valloire. Je pense pas, mais après Pogacar, pour moi, il est tellement puissant que même s'il le garde, ça devrait pas jouer, dans la suite de la course, quoi. Ouais, et puis et surtout, il a une équipe tellement énorme, UAE. Mmh. Est-ce que s'ils ont pas le maillot mardi dans le Galibier, Ils vont quand même rouler, je pense. ils vont quand même rouler, quoi? Mmh. Ça, ils vont imposer un tempo et avec ou sans maillot, limite, il peut faire un cadeau à Evenepoel, c'est peut-être aussi, jouer un peu, une partie d'échecs. Se faire des copains. Voilà, ouais, se faire des copains dans la compétition et C'est vrai pourquoi pas que aussi. la façon dont tu lui demandes à l'arrivée: «Est-ce que tu prends le jaune?» Il a l'air, bah, il rigole un petit peu avec lui. Alors je connais pas leur relation. On sait que Pogačar et Van der Poel, par exemple, sont potes. Est-ce Mmh. que Pogačar et Evenepoel sont potes aussi? Je sais pas. Je me dis: lâcher le maillot aujourd'hui, ça aurait peut-être arrangé Pogačar parce que ça permettait à son équipe d'être peinard demain et après-demain potentiellement. Mmh. Est-ce que demain enfin, est-ce que le fait d'avoir loupé le coche aujourd'hui, ça a encore du sens de le retenter demain? Je suis pas sûr. On verra, ce sera une des interrogations. En tout cas, moi, Mmh. ça me ferait plaisir de voir le maillot changer encore d'épaule, que ce soit pour Remco ou pour Carapaz, je trouverais ça Mmh. cool. Et puis surtout, Pogačar, Vingegaard, on sait qu'ils vont l'avoir ce maillot jaune plus tard dans ce Tour de France et puis sans Mmh. doute d'autres années aussi. Voir un Carapaz, par exemple, avoir le maillot, ça me ferait plaisir pour lui. Mmh. Remco, pareil, parce que quand tu vois la domination de Pogačar et Vingegaard, c'est pas sûr que le maillot jaune, il le retouche après, quand il veut, quoi. Ouais, qu'il y ait une petite Heu, fenêtre de tir comme ça, c'est voilà. faut pas la louper, ouais. Et puis on se rappelle de certains mecs, des Sagan, des gars comme ça dont on a dit au bout d'un moment: «Bon, bah, attends, il a jamais porté le maillot jaune, quoi». Mmh. Et Sagan, je crois qu'il attend 2016 pour porter le maillot jaune alors que ça faisait 5-6 ans qu'il tournait autour. Mmh. Voilà, Cavendish aussi a eu un moment, cette question de: «Est-ce qu'il va réussir à avoir le jaune un jour?» Sur une première étape du Tour. Bon, c'est pas évident, enfin, c'est pas toujours aussi évident qu'on peut le penser. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi. À la place de Remco, j'essaie d'aller le chercher demain. Mmh. En plus, ça donne un peu de piment pour l'étape de demain parce que c'est une étape de sprint, pas beaucoup de montées, voilà, il y aura ce petit suspense jusqu'à la fin qui nous tiendra en haleine. Ouais. C'est plutôt sympa aussi. Tout à fait. Bon, bah, justement, on va en parler de demain. On va finir là-dessus. Le premier sprint attendu, à Turin. On va voir tout de suite le profil de l'étape. C'est la troisième et dernière étape en Italie, entre Plaisance, Piacenza, on dit en italien, et Turin. Une étape destinée aux sprinteurs en théorie, Mmh. mais aujourd'hui, on s'était bien planté sur le scénario. Alors, est-ce que demain, Mmh. on peut se planter aussi ou est-ce que demain, c'est du 100 Renaud? Ouais, je pense que le final est vraiment taillé pour les sprinteurs, c'est des grandes avenues, pas beaucoup de pièges. Hem, voilà, donc je pense que là, les sprinteurs, ils ont bien bavé pendant 2 jours, donc ils veulent pas rater l'occasion, de jouer la gagne. Je pense que dans l'échappée aussi, il va y avoir moins de grands noms, ça va attirer moins de monde, donc je pense que les Ouais. sprinteurs auront une belle carte à jouer demain et enfin pour eux, parce qu'il fallait attendre quand même, 2 étapes difficiles pour qu'ils puissent jouer la gagne. La question, c'est est-ce qu'ils vont être, en canne pour faire l'étape? Mmh. Est-ce que Cavendish, qui a souffert hier et aujourd'hui, va avoir demain les jambes pour le faire? Par Mmh. exemple, on a quand même une côte. Alors la dernière bosse, c'est une 4e catégorie, 3,1 kilomètres à 4,5 de moyenne. Le sommet, il est à 50 bornes de l'arrivée. Donc Mmh. ça laisse quand même 50 bornes derrière pour t'organiser, et pour aller rechercher l'échappée. Bon, moi, je suis d'accord avec toi, Renaud, évidemment. Je pense que c'est du tout cuit pour les sprinteurs, mais je pense qu'on peut avoir quelques surprises dans le sens où
on peut en avoir qui soient pas au niveau attendu Mmh. et puis on va faire une rapide, revue d'effectifs sur les sprinters. Il y a évidemment Jasper Philipsen, Mmh. qui a gagné, 4 étapes l'année dernière, Oui, c'est ça. maillot vert, qui est le grandissime favori pour les sprints cette saison. Mmh. Est-ce que toi, tu vois quelqu'un capable de le titiller? Sachant qu'on n'a pas Tim Merlier sur ce Tour de Mmh. France, le sprinter de la Soudal Quick-Step qui était sur le début de saison celui qui avait paru le plus proche de Philipsen. Non, pour moi, c'est le grandissime favori et en plus, à ses côtés, il y a Van der Poel, donc je pense que ce sera très difficile à battre. Heu, il a bien passé les côtes, il gère bien, il a une bonne gestion, de sa forme, donc je pense que là, il avait visé ses étapes et c'est le favori numéro un. Je vois pas grand monde qui puisse, rivaliser avec lui. Pourquoi pas, Groenewegen, mais même, Ouais. je suis même pas certain. Il a un très bon train, hein, Groenewegen, mais avec, Mesgeck et Reinters Il aussi. nous a souvent surpris Groenewegen, des tours où Ouais, tu c'est crois ça. que, qu'il sera pas là, qu'il sera pas dans la bagarre et il te claque une étape. Mmh. L'année dernière notamment, moi je l'attendais pas trop. Mmh, c'est ça, ouais, c'est pour ça, je pense que pour le podium, c'est une belle carte à jouer, Groenewegen. Pareil, je pense aussi à un autre, coureur, c'est à Christophe. Je pense que Uno X, là, avec, comment dire, ils sont dans une bonne, vague, comment dire? Une bonne Ils sont dans la dynamique. réussite, ils sont dans la réussite et je pense qu'il peut jouer, sa carte et Christophe, c'est peut-être celui qui peut jouer, la gagne demain avec, Philipsen et Groenewegen. Pour moi, c'est Mmh. mon tiercé, de tête OK. demain. Bah, évidemment, on va surveiller Cavendish qui est en quête de Mmh. cette, 35e victoire d'étape sur le Tour de France. On va surveiller Phil Baos, on va Mmh. surveiller, Arnaud Delis qui a battu, Wout van Aert au championnat de Mmh. Belgique, il y a une semaine. Évidemment, Wout van Aert aussi qui sera un candidat. Mmh. Peut-être Christophe Laporte si, s'il arrive à retrouver les bonnes jambes. Mads Pedersen chez Lidl Mmh. Trek. Bien sûr, ouais. Voilà et je pense qu'on a fait le tour des gros sprinters. Sam Bennett, on peut rajouter, voilà. Mmh. La dernière question, c'est côté français. Pour faire le triplé, 3 étapes en 3 jours, il faut miser sur qui? Il y a Ouais, Laporte, des mais j'ai grosses du mal à cotes, ouais. imaginer qu'il joue sa carte. Mmh. Non, il y a Il y a Arnaud Arnaud Démare, Démare. bien sûr. Arnaud Démare, mais il vient pas avec un train expérimenté, c'est plutôt, un cumul de sprinters. Il y a Maclay, il y a Capiot, il y a Mmh. Mozzato. C'est ça, c'est plutôt, je sais pas s'ils ont l'habitude de travailler pour d'autres sprinters, c'est plutôt souvent des coureurs qui jouent leur propre carte. Faut voir comment ça se goupille dans le final. Mais oui, après Démare, c'est un outsider à suivre. Il y a Coquard aussi, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, là, c'est vraiment tout plat, des grandes lignes droites, ça va être assez compliqué Ouais pour et puis lui, hein. c'est clairement les 3 Mmh. seules demi-chances françaises, hein, Mmh. Coquard, Démare et Laporte, mais Laporte qui est un pas en forme et 2 qui jouera Mmh. sûrement pas sa carte. Donc Sûrement. normalement demain, c'est la fin De de la la série, razziade française. c'est ça. Mais bon, on sait jamais, une petite surprise, pourquoi pas? Oui, bah, on en a eu 2 déjà, hein. Personne Oui, oui, n'attendait oui, ni 2, oui. Bardet ni Vauquelin. Mmh. Mais bon, je pense qu'on attendait un peu plus. Ouais et disons qu'il y a des mecs qui auraient pu dire: «OK, je te crois si tu m'annonces Bardet, Vauquelin», Mmh. mais il y a pas grand monde qui nous aurait cru, enfin qui va nous croire si on dit que demain ce sera pour un sprinter français. La meilleure chance, ça reste sans doute Arnaud Démare. On est à peu près sûr qu'il va sprinter. Mmh. En plus, chez Arkea, il y a la bonne dynamique après la victoire de Mmh. Kevin Vauquelin Oui, c'est aujourd'hui, ça. donc à condition de ne pas avoir bu trop de champagne, pourquoi pas? Ce serait fou d'avoir attendu 10 ans pour gagner, une étape et d'en Mmh. gagner 2 de suite. Et avec Neymar en plus. Neymar qui est dans une spirale un peu négative, ça serait bien pour lui, pour se relancer. Bon, on lui souhaite. En tout cas, on parlera de ça évidemment demain matin, chez Winamax, sur la Winamax TV, sur YouTube. On verra la cote d'Arnaud Démare parce qu'on en parlera évidemment. Je demanderai à Paul et Joseph ce qu'ils en pensent de cette histoire de triplé. Enfin, je dis: «Je demanderai», en fait non, puisque je serai pas là. Mais il y aura quelqu'un demain avec Paul et Joseph en plateau à Winamax. Il y aura Paul et Joseph demain soir aussi à 19:00, sur, cette chaîne Twitch ou sur YouTube, ça dépend où vous regardez on est dispo sur les 2 plateformes. On est dispo évidemment en podcast aussi pour ceux qui peuvent pas, regarder ou ceux qui peuvent, surtout pas regarder en direct. En VOD, sur YouTube. Renaud, merci beaucoup d'avoir été là. Si, J'espère que ça merci à t'a fait toi. plaisir. J'espère que tu as kiffé cette émission. Ah ouais, un régal de partager avec toi, notre passion du vélo.
Bah, tant mieux, ça m'a fait très plaisir aussi, et c'était cool qu'après toutes ces années à bosser un peu ensemble, Mmh. on fasse une émission, tous les 2. Donc comme je vous disais, vous retrouverez Paul et Joseph, dès demain. Merci à Léo qui était, en régie aujourd'hui, qui était en sous-main. Vous l'avez pas vu, vous l'avez pas entendu, mais sans lui, cette émission n'aurait pas existé parce que je n'ai pas le setup pour, supporter, le stream. Donc en fait, moi, j'ai quasi rien fait, hein. Je me suis mis dans mon fauteuil et c'est Léo qui a tout géré. Donc merci à lui. Et puis, bah, à tous, je vous souhaite une bonne fin de soirée, des bons matchs de l'Euro si vous voulez regarder et donc on se retrouve demain. Vous retrouvez surtout Paul et Joseph demain à 10h, à 19h et moi je vous revois mardi. Allez, ciao à tous, ciao Renaud Ouais, ciao, et bonne étape de sprint du Tour de France, la première. Elle est toujours très nerveuse et toujours très intéressante. Profitez bien. impatient. Allez, au revoir à tout le monde. Ciao. Ciao.